Voilà, donc bonjour tout le monde. Je vais essayer de revenir un petit peu ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. Donc il a tout dit. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu d'une manière comme ça en flashback certains états d'addictologie. Donc aujourd'hui on parle beaucoup plus d'addiction que de toxicomanie. Donc c'est un terme qui revient un petit peu dans les classifications internationales par rapport justement à cette problématique. Donc voilà. L'Algérie, comme il a dit tout à l'heure fort bien, donc l'Algérie compte aujourd'hui un nombre important de personnes qui souffrent de conduite addictive. Et cette situation pose un véritable problème de santé publique. Donc l'Algérie était un pays qui se voyait dans une position transitaire, mais maintenant c'est un pays consommateur. La gendarmerie nationale et les services de sécurité nationale annoncent régulièrement des découvertes de plantations de drogue dans différentes régions du pays. Donc ils ont trouvé 15 hectares de plantations d'opium dans la wilaya d'Adrar, un jardin de cannabis découvert à Ouergla et 2 hectares à El-Menia et Gerdaya. Donc vous voyez un petit peu le danger qui concourt l'Algérie aujourd'hui. Donc 127 tonnes de cannabis marocain ont été saisies en 2013 par les services de la gendarmerie nationale, 700 kilos de cocaïne récemment saisis sur le port d'Oran en 2018, et les services de police judiciaire ont saisi au mois d'août 2022 54 088 comprimés de psychotropes, 5 kg, 744 grammes de cannabis et 566,14 de cocaïne et d'héroïne aussi, hein. Donc les drogues dures, les drogues les plus dangereuses. Donc il n'existe pas, en général, une société sans addiction. Donc l'addiction, elle est définie d'une manière double. Donc soit on parle d'addiction neurobiochimique aux substances, l'alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne et psychotropes, selon la classification internationale du DSM-5, où on classifie ça comme désordre de l'usage de substances. Et puis on a les addictions cérébrotoniques au virtuel, donc au portable, écran TV, Internet, jeux de vidéo, lecteurs électroniques, réseaux sociaux et sites pornographiques. Donc elles sont, je dirais, signifiées par un désordre de l'usage de l'écran. Donc toute action, traitement, substance capable de stimuler toute l'activité cérébrale, comme l'a fort bien dit tout à l'heure mon collègue. On distingue 3 types de conduite addictive. Donc, on a l'usage occasionnel, on a l'usage nocif à problème et on a après la dépendance. Maintenant, on commence par l'addiction au virtuel. Donc, en Algérie, il y a une étude qui a été faite sur 14 822 jeunes à Bouzerrea par l'établissement de santé de proximité et sur une population âgée entre 8 et 22 ans. Et on a trouvé quand même, c'est-à-dire que cette étude, que les jeunes se donnent beaucoup plus à cette addiction au virtuel d'une manière très très accélérée. Et ça consomme tout à fait leur usage au quotidien et ça pose énormément de problèmes dans leur apprentissage scolaire et dans les autres apprentissages. C'est-à-dire, c'est aussi plusieurs classifications aussi désignent l'addiction au virtuel. On a l'Internet addiction désordre, on a l'addiction à une forme de communication interpersonnelle, la pathologie Internet use et la communication addiction désordre, comme on le définit. Donc on a aussi la définition suivante, dépendance à Internet. On parle aujourd'hui aussi de la cyberaddiction ou la cyberdépendance, le nétaolisme, les troubles de la dépendance à l'Internet, Internet Addiction Behavior et la cyberaddiction. Donc l'addiction est-elle un trouble du contrôle du cerveau? Oui. L'addiction, oui, c'est un trouble du contrôle du cerveau. Donc toutes les substances addictives perturbent le circuit de la récompense, augmentant la dopamine dans les noyaux accumbens impliqués
dans la sensation du plaisir, et tout à l'heure, mon collègue a parlé de la dopamine, de la sérotonine, et tous les circuits qui sont incriminés dans cette dépendance. Là, c'est le schéma. Est-ce que l'écran agit sur la plasticité cérébrale? Bien sûr. L'usage excessif entraîne un appauvrissement neuronal des centres de la substance grise et des voies de la communication des substances blanches au niveau du cerveau. Et bien sûr, l'écran, il a tout le temps été, a eu bien sûr un effet positif et un effet négatif délétère, surtout pour les enfants âgés de 0 à 2 ans. Et il provoque l'addiction et l'instabilité suite au zapping. Et aujourd'hui, on essaye de donner quand même pas mal d'informations sur l'autisme et l'addiction au virtuel chez les enfants. Donc ce sont des études qui se font aujourd'hui et on n'a pas encore de véritables réponses scientifiques. 6 facteurs, bien sûr, favorisent l'addiction au virtuel. On a la timidité, le faible estime social, du soutien social, le faible estime de soi, l'intolérance à la frustration, la fuite de la réalité et le déni des problèmes. Quels sont les effets et les dangers de l'addiction au virtuel? Donc, les premiers symptômes, c'est l'anxiété, l'agitation psychomotrice, les pensées obsessionnelles, l'augmentation du temps passé sur l'Internet et les conflits professionnels, financiers et les difficultés familiales et ceux du couple. On a aussi les changements d'humeur au début de l'activité. Et puis, on a une tolérance marquée par un besoin sans cesse croissant de se connecter. Désordre alimentaire, bien sûr, dépression, troubles bipolaires, du manque du sommeil, problèmes alimentaires et sexuels, et l'absence de vie sociale et les problèmes de confiance en soi. Toute cette symptomatologie, bien sûr, est engendrée ou agencée, ou la conséquence de cette addiction au virtuel. Donc, on passe, bien sûr, aux effets et dangers du cannabis. Donc le cannabis est une plante qui elle se présente sous 3 formes. Soit elle a un principe actif qu'on appelle les effets responsables de ces effets psychoactifs, le delta-9 tétrohydrocannabinol. Et à quoi se ressemble? Donc on a l'herbe, le hashish et l'huile, le marijuana, le shit et l'huile. Donc ils sont ici sur la table. Donc, qu'est-ce qu'elle donne comme symptômes? Donc, on a l'euphorie. Généralement, on le voit dans l'hypomanie, les légères somnolences et l'augmentation des palpitations cardiaques. Diminution, bien sûr, de la salivation, vasodilatation des vaisseaux sanguins. Généralement, on trouve les gens qui sont addicts au cannabis avec des yeux rouges et parfois sensation de nausée. Difficulté, bien sûr, de concentration, dépendance neurotoxique et beaucoup plus de risques sociaux, c'est-à-dire des délits ou des actes médicaux légaux. Hallucinations, bien sûr, toutes les hallucinations visuelles, olfactives, gustatives, auditives et synesthésiques, dédoublement de la personnalité, sentiment de persécution. Maintenant, on va vers la cocaïne. La cocaïne, c'est une fine poudre blanche extraite de la feuille de cocaïne, comme l'a fort bien dit tout à l'heure mon collègue. Elle se consomme fumée ou sniffée ou injectée. Elle provoque une euphorie immédiate, sentiment de puissance et indifférence à la douleur et à la fatigue, et généralement des états dépressifs. Pourquoi état dépressif? Parce que diminution de la sérotonine, de la noradrénaline entraîne inéluctablement quelque chose de l'ordre de l'affaissement de l'humeur et par là la dépression. Donc une vasoconstriction, des troubles du rythme cardiaque, troubles de l'humeur et des délires paranoïdes. Des attaques de panique, des tachycardies, des amnésies, donc des troubles de mémoire. Et là, pourquoi troubles de mémoire? Parce que ça touche, bien sûr, ça touche les circuits sérotoninergiques et dopaminergiques. Et à ce moment-là, il y a une diminution de ces neurotransmetteurs qui peuvent engendrer, bien sûr, par effet de conséquence, les 2 hippocampes. Et par là, ça donne, bien sûr, les problèmes de l'amnésie. Levée de l'inhibition et passage d'actes médicaux légaux. Donc le matériel utilisé généralement pour sniffer peut transmettre le virus, bien sûr, des hépatites en cas d'injection, et surtout le VIH. Maintenant, on va passer vers un autre produit qu'on appelle l'ecstasy. Donc l'ecstasy, c'est la drogue d'aujourd'hui, c'est une molécule chimique, le MMDA, donc responsable des effets psychoactifs. Elle est fabriquée par des chimistes dans les laboratoires clandestins.
Donc elle se présente sous forme de comprimés à gober au cours des rave parties, donc les festivités, les bars, les boîtes de nuit généralement. Donc elle donne comme symptômes anxiété, augmentation de la tension artérielle, accélération du rythme, contraction des muscles de la mâchoire, bouche sèche, déshydratation de l'organisme. La consommation régulière entraîne l'amaigrissement et l'agressivité, ainsi qu'une dégénérescence neuronale progressive. Donc vous voyez un petit peu, ça donne l'effet bien sûr du bien-être et du plaisir, mais en même temps ça détruit complètement les circuits neuronaux et ça détruit bien sûr toute la genèse de la neuroplasticité cérébrale. Maintenant on passe à l'effet et danger de la LSD. La LSD, donc, obtenue à partir de l'ergot de seigle, le champignon, parasite du seigle, c'est celui-là. Il est présenté sous forme de comprimés et de poudre. Donc, c'est un puissant hallucinogène. Elle provoque des fous rires incontrôlables, des délires et des bouffées délirantes, et les tripes. Donc, un trip peut durer entre 5 à 12 heures. Sous l'extasie, bien sûr. Des états confusionnels, des crises de panique, et altération de l'état général qui va vers l'épuisement et la dénutrition. Maintenant, on va vers un autre danger qui est l'héroïne. Donc l'héroïne est aussi un opiacé puissant obtenu à partir de la morphine contenu dans le latex recueilli sur le pavot qui sert aussi à la fabrication de l'opium. Elle entraîne un effet de flash, l'euphorie, la somnolence, les bradycardies, l'anorexie, bien sûr, l'insomnie, l'anxiété et l'agitation. Bien sûr, elle entraîne la marginalisation sociale et bien sûr l'insuffisance respiratoire, d'où perte de connaissance et mort subite. Et bien sûr, les infections sont par contamination du VIH et de l'hépatite. Maintenant, on va voir aussi l'alcool, qui est aussi un produit toxique par excellence, et c'est un produit addictif. Donc l'alcool est obtenu par fermentation de végétaux riches en sucre ou par distillation. Donc on a le vin, la bière, les boissons apéritives et les liqueurs. L'alcool ne se digère pas, il passe directement du tube digestif au vaisseau sanguin. C'est ça qui entraîne souvent des troubles digestifs, des nausées et des vomissements. Il est responsable de la diminution de la vigilance et provoque bien sûr des accidents de la voie publique et perte de contrôle de soi qui conduit vers la violence, le suicide et l'homicide. L'abus de l'alcool entraîne des risques de développer des cancers de la bouche et de la gorge, de l'œsophage, la maladie du foie, bien sûr la cirrhose, le pancréas et les troubles cardiovasculaires et bien sûr les maladies du système nerveux. Un consommateur excessif peut évoluer en 3 étapes. Donc la première étape, c'est on n'observe aucun dommage, donc tout est bien. Donc la deuxième étape, ça commence avec des difficultés d'ordre relationnel, social, professionnel et judiciaire. Et la troisième étape, la personne se sent incapable de réduire ou d'arrêter sa consommation malgré la persistance des dommages. Et on appelle ça l'alcoolodépendance. L'alcoolodépendance, elle provoque des symptômes, bien sûr, tremblement des extrémités du corps, les crampes, les tendances anorexigènes, les troubles du comportement. Donc voilà un schéma d'un verre d'alcool, bon, on va passer ça. Maintenant, on va voir le tabac, comme l'a bien expliqué tout à l'heure mon collègue. Et on va voir, bien sûr, le tabac est une plante. Donc soit on a les tabacs bruns plutôt, les tabacs blancs et les tabacs clairs. Donc les tabacs bruns sont séchés à l'air et au feu, les tabacs blancs sont séchés à l'air chaud, et les tabacs clairs, goût américain, sont séchés à l'air libre ou au soleil. Le tabac contient bien sûr le monoxyde du carbone et du goudron, très nocif pour la santé, et surtout la nicotine, un effet éveillant, anxiolytique et coupe-faim. Le tabac augmente bien sûr la tension artérielle, accélère le rythme cardiaque et détériore les artères. Les risques coronariens et le décès par infarctus sont 2 fois plus élevés chez les fumeurs, et les risques vasculaires touchent les artères du cerveau et des membres inférieurs. Le tabac a des effets nocifs sur la grossesse prématurée, prématurité, poids de naissance inférieur à la norme, comme l'a bien expliqué tout à l'heure mon collègue, troubles de l'appareil respiratoire, les bronchites chroniques et les cancers du poumon. La nicotine augmente la sécrétion des acides gastriques qui agissent sur le système nerveux central. Le tabac limite l'apport d'oxygène au cerveau et les muscles, et il est responsable de maux de tête et de vertiges.
1 sur 4 des cancers est associé au tabac. Donc cancer des branches, des cavités buccales, l'œsophage, la vessie, l'utérus et l'estomac. Maintenant, on va voir les effets et dangers des psychotropes. Donc les psychotropes sont des médicaments prescrits avec discernement suite à un diagnostic par un médecin psychiatre. Ils permettent d'atténuer ou de faire disparaître une souffrance mentale. Les effets d'un psychotrope dépendent de sa composition chimique et de ses doses administrées à la sensibilité individuelle du patient ou du malade. Les psychotropes consommés chez les toxicomanes sont les tranquillisants généralement, les benzodiazépines, les somnifères, les hypnotiques et les correcteurs des effets neuroleptiques et les antalgiques. L'usage de drogue est un équivalent de conduite suicidaire. Nombreux finissent un jour par se suicider. Quelle est la possibilité thérapeutique pour le... Donc on se pose aussi des questions par rapport justement à la prise en charge. Est-ce qu'on doit faire un sévrage long ou un retrait brutal du produit consommé? Est-ce qu'il faut prescrire ou pas des psychotropes après justement consommation? Parce qu'il y a énormément d'addictions qui sont associées à des troubles mentaux ou des pathologies mentales. On appelle ça la comorbidité. Et puis faut-il prescrire ou non, bien sûr, un palliatif sous contrôle, la méthadone, le Subutex, et quelle psychothérapie faut-il appliquer pour quel type d'addiction? Donc ce sont des questions qui se posent dans la prise en charge En guise de conclusion, nous devons écouter, bien sûr, toutes les souffrances silencieuses après le premier portable, la première cigarette, la première ivresse, le premier comprimé psychotrope et la première relation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on parle aussi d'addiction psychosexuelle. On ne doit jamais dramatiser un essai ou une erreur. Et je termine. Aucune recette n'existe pour éviter qu'un individu ne fasse usage d'un produit addictif. Attention à l'indifférence et à la stigmatisation et l'ostracisme des personnes addictes. Il faut s'interroger, parler en toute confiance de toutes les conduites addictives. Chercher conseil et assistance auprès de professionnels de santé n'est pas une marque de faiblesse, ni encore une honte. Dénier ou fuir les conflits ne les résout pas. Les hôpitaux, les centres de santé, les dispositifs d'hygiène mentale, les cabinets de psychiatres et de psychologues, conseils et soins peuvent être donnés à tous ceux qui en font la demande. Car la vie est une somme d'expériences, une quête d'émotions et de connaissances. Elle nous apporte des succès, mais aussi beaucoup d'échecs. Et merci pour votre aimable attention. J'espère que je n'ai pas... Ah, excellent, c'était un exposé excellent, c'était clair. J'espère que l'assistance, les étudiants en profitent de ces communications qui sont claires. Je remercie énormément le docteur Lawouche pour cet exposé. Merci.